pour info, ça peut aussi marcher pour faire un meet-up. C'était la bonne surprise. Ce soir, je vais vous parler en effet de démarrer des pods Java dans Kubernetes. Qui connaît Kubernetes? À peu près tout le monde. Ouf. Qui l'utilise en prod au quotidien? Un petit peu moins déjà. Et qui déploie des applications en Java? Ok. Pour jauger un peu le public, merci. L'idée de ce talk, merci Tristan pour les prochains, parce qu'en fait celui-là il va plutôt être un peu un parcours en surface de plein d'idées de solutions que j'ai eues, que des collègues ont eues, qu'on a mis en place, qu'on n'a pas mis en place parce que c'était pas une bonne idée, etc. Alors qu'a priori les prochains talks seront plus un peu en profondeur dans deux sujets que je vais évoquer ce soir, donc ça a l'air vachement bien organisé comme talk. Il n'y a pas de hasard, bien joué. L'idée c'est qu'en effet il y a de plus en plus d'applications Java qu'on déploie sur Kubernetes, mais vous l'avez peut-être eu, moi je l'ai souvent eu dans plein d'équipes, dans plein de contextes différents, on a toujours une lenteur au démarrage, un truc qu'on ne comprend pas forcément du premier coup. Et puis du coup ça, dans Kubernetes, ces promesses de passage à l'échelle, de rapidité de démarrage, ça casse un peu le mythe et des fois on perd des points. Donc l'idée c'est de partager un peu toutes les différentes solutions que j'ai pu soit expérimenter, soit glaner avec mes collègues aussi, parce que chez Whiskel on échange beaucoup quand on a des problèmes. C'est centré sur le CPU. Vous allez voir qu'on ne va pas beaucoup parler de la gestion de la mémoire, parce qu'en fait il faudra presque un talk entier aussi sur la gestion de la mémoire dans Kube. Donc là l'idée c'est vraiment des problèmes et des solutions autour de la gestion du CPU du démarrage. C'est valable pour Java parce que souvent il y a un petit pic au démarrage, mais c'est valable pour d'autres applications, avec des collègues qui ont le problème sur Rust aussi des fois, un pic CPU au démarrage parce qu'il y a un peu les mêmes problématiques que Java. Pour le contexte, moi je suis consultant technique chez Whiskel depuis 4 ans et demi. Chez Whiskel on fait de la tech souvent autour du cloud, mais pas que. Je suis aussi formateur sur Docker et Kubernetes, donc ça aussi c'est un moyen d'avoir plein d'expériences et de cas d'usage de la part de ceux qui sont en formation. C'est hyper intéressant. Je suis aussi manager accessoirement, et du coup avant j'étais nantais et maintenant je suis morlaisien. Voilà. Donc, du coup avant je faisais le Nantes Jug, maintenant je fais le Brace Jug, je m'adapte. Une XP de bientôt 15 ans principalement du dev, du Java. Au début je faisais que ça. Et puis petit à petit, au fil des années, un peu plus de CI/CD, un peu plus d'infra as code, et j'ai basculé parfois complètement dans de l'Ops, mais ça reste développeur, mon métier de cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une slide sur Kubernetes pour être sûr que tout le monde soit embarqué dans le concept. Qu'est-ce que c'est Kubernetes, aussi appelé K8S? C'est juste un orchestrateur de conteneurs. Quand on a dit ça, on a tout et rien dit. Parce qu'en fait, pour orchestrer des conteneurs, il y a plein de problématiques compliquées qui sont codées dans Kubernetes. Donc Kubernetes va s'en occuper pour nous, de gérer toute cette complexité. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste piloter de façon déclarative un modèle objet. Donc avec, par exemple, des pods. C'est dans le titre, donc là, je ne spoil pas, mais il y a plein d'objets. Des familles d'objets qui sont présentes par défaut dans Kubernetes et puis d'autres qu'on peut rajouter, on va aussi en parler. Ce modèle objet là il est stocké en base de données, etcd en l'occurrence, via l'API serveur qui contrôle un peu tout ce qu'on lui demande et qui stocke ce qui est valide et qui renvoie ce qui n'est pas valide. Et donc lui après va être chef d'orchestre pour faire en sorte que ce modèle objet soit déployé sur notre cluster. Okay. Donc ce qu'on a demandé, lui il va faire en sorte que ça tourne avec tout ce qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire ses petits copains, le contrôleur manager, le scheduler. Donc ça c'est pour la partie master, donc c'est toute la partie pilotage du cluster. Et puis à droite vous avez les workers, donc c'est en général des VM, un peu plus rarement des machines physiques. Donc en tout cas des espaces de déploiement qui elles aussi vont être pilotés par les deux composants que vous avez là, Kubelet et kubeproxy, qui ont chacun leur périmètre de responsabilité, on va dire, pour que vos conteneurs finissent par trouver un endroit où se déployer et où exécuter le code que vous avez besoin. En pointillé, vous avez parfois aussi des liens avec l'extérieur, le monde extérieur, avec les Cloud Controller Manager, c'est-à-dire contrôler un peu l'écosystème autour de votre cluster pour par exemple demander un DNS, un load balancer, des choses comme ça. On ne va pas en parler ce soir. Ce soir,
qui nous intéresse, c'est le scheduler, comment ça fonctionne un petit peu, comment il choisit où est-ce qu'il peut déployer, par exemple là où il y a du CPU. Et puis on va parler un peu de Kubelet aussi, qui va être responsable de surveiller sur son nœud à lui qui consomme combien de CPU. Au sommaire, j'ai essayé de découper ça un peu en 3 grosses parties pour que ça soit plus clair. C'est qu'est-ce que nous apportent les fonctionnalités Kubernetes, toujours pour notre problème de consommation de CPU. Hein. Donc on va parcourir ça dans un premier tiers-temps. Ensuite, on va faire un petit tour de quelques outils qui peuvent nous aider aussi dans la gestion de ce cas d'usage, de démarrage. Et enfin, explorer aussi d'autres modes de déploiement, savoir finalement si je déploie un conteneur un peu optimisé, un peu différent, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que ça débloque. Ça, c'est pas du tout exhaustif, hein. C'est un talk construit encore une fois à partir de l'expérience et des partages entre clients, entre collègues. Rien d'exhaustif, rien de... L'idée, c'est... Et en plus, ça peut pas être exhaustif parce que de toute façon, chaque problème aura sa solution spécifique. L'idée, c'est de vous donner des pistes de réflexion si jamais vous croisez ce problème-là un jour. De se dire, ah oui, ça, mais ça, il y a tel inconvénient, etc. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, pour commencer, les fonctionnalités Kubernetes. Quel est le problème le plus courant? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Vous déployez un pod qui fait tourner une JVM, donc du Java, dans un cluster, et qu'est-ce qui se passe? Ça ne démarre pas. Est-ce que quelqu'un a déjà croisé le crash loop back-off dans Kubernetes? À main levée. Voilà. En général, c'est le gif que j'ai trouvé pour illustrer. Tout démarre, tout va bien, et bam, il est coupé en plein élan, on ne comprend pas pourquoi. Dans les logs, on regarde les logs, si on a le temps de les lire, tout va bien en fait, ça démarre, tout se passe bien, j'ai aucune erreur, j'ai aucune stack d'erreur. Et pourtant, il est coupé. Bon il redémarre derrière, mais qu'est-ce qui se passe? Au deuxième démarrage, pareil. Et donc on rentre dans ce crash loop back-off. Pourquoi back-off? Si vous le savez peut-être, mais je vous rappelle au cas où, c'est à chaque fois que ça redémarre, Kubelet, du coup, qui est en charge d'essayer de faire démarrer votre pod, il va attendre de plus en plus longtemps. Parce que sinon, il va perdre son temps à tout le temps essayer de démarrer votre conteneur et il ne va pas s'occuper des autres dont il doit s'occuper. Donc, il va attendre de plus en plus longtemps, mais il va tout le temps essayer de démarrer votre pod. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que le temps de démarrage est trop court. Une application Java, elle a besoin d'un peu de temps pour démarrer. En général, le temps par défaut peut être trop court. Donc le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'allonger le délai. De se dire, ok, tu as besoin de temps, vas-y, je te donne du temps. Pour faire ça, dans Kubernetes, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a les sondes, ou les probes en anglais. Qu'est-ce que c'est des sondes? C'est des objets, enfin oui, parce que tout est objet, mais ça permet à Kubelet, celui qui s'occupe de faire tourner vos pods sur vos workers, de faire des tests réguliers de vos pods et de vos conteneurs. Est-ce que tout le monde est OK avec la différence entre pod et conteneur, ou peut-être que je fasse un petit focus là-dessus? Non, c'est OK. Je vais souvent faire l'amalgame entre les deux parce qu'en pratique, il y a rarement plusieurs conteneurs dans un pod, mais ça arrive. Mais du coup, j'ai tendance à faire l'amalgame. Donc le Kubelet va tester, il va tester le pod. Il va tester le pod avec les tests que vous aurez décrits pour chaque conteneur. Okay, il va en déduire 2 réponses possibles. Ça, c'est OK ou c'est KO. Il n'y a pas vraiment de gris, c'est noir ou c'est blanc. Et il va tester ça pour 3 cas d'usage différents, le liveness, le readiness et le startup. Donc à droite, vous avez un exemple de la spec, je ne sais pas si c'est lisible, le vert sur noir. Là. Vous avez un exemple de spec, notre modèle objet qu'on envoie à Kubernetes, on l'envoie sous forme de YAML la plupart du temps. Donc je vais prendre des exemples en YAML. Et donc là, on a un exemple de YAML avec une liveness probe, c'est-à-dire une sonde de vie, en français, où on va faire un get sur un chemin, qui est le slash de notre application, sur le port 8080. Pour savoir si c'est vivant ou pas, on va attendre, dans un premier temps, 5 secondes. Et puis après, on va tester toutes les 5 secondes. C'est ça que ça veut dire.
Et success threshold, ça veut dire que dès qu'il y a un OK, c'est que la sonde répond OK. On pourrait lui laisser 3 essais par exemple pour lui dire OK, tu as le droit à 2 KO, mais le troisième, il faut qu'il soit OK pour que la sonde soit OK. Il y a plein d'autres attributs de paramétrage, je vous laisserai consulter la doc, mais l'idée c'est ça, global c'est ça. Pareil, le HTTP GET, ça peut être d'autres types de tests. L'idée c'est vraiment de faire un test qui est spécifique à votre application pour savoir si on peut en déduire que mon application, oui, elle est vivante. Vivante, ça veut dire quoi? J'ai cliqué à côté. Toujours en vie, ça veut dire que c'est surtout qu'est-ce que ça veut dire si elle n'est pas en vie. Ça va être la conséquence qui est intéressante. Si votre liveness probe répond KO, c'est là que Kubelet va redémarrer votre pod dans ce fameux back-off delay. Donc là, ouais, je répète un peu, mais c'est un test d'endpoint d'API où ça peut juste être l'ouverture d'un port TCP. Un test TCP sur un port, s'il est ouvert, c'est OK. Le test d'API, c'est un GET. Si ça répond 200 quelque chose, c'est que c'est OK. Si ça répond 400, 500, c'est KO. Donc il va faire ça tous les 5 secondes dans notre exemple. Si c'est KO, il va redémarrer le pod. Donc si c'est KO au bout de 5 secondes et au bout des nombres d'essais qu'on lui aura laissés quand même. Et ça va suivre une restart policy qui par défaut vaut always. C'est pour ça que ça redémarre tout le temps. Mais ça, vous pouvez le changer aussi si vous décidez que le redémarrage n'arrangera rien. Vous pouvez mettre une restart policy à never. Si ça ne démarre pas, c'est que c'est mort. C'est possible aussi. Donc ça, c'est la première sonde. Savoir si mon application est vivante. Ensuite, il y a la deuxième sonde que j'ai traduit la sonde de prétitude. Je ne sais pas comment on traduit readiness. Là, c'est un peu différent. C'est pour savoir si votre application, elle est prête à recevoir du trafic. Donc non seulement elle est vivante, mais en plus, elle veut bien traiter des requêtes. Des fois, c'est le même HTTP GET. Des fois, il est différent. En pratique, dans Spring, par exemple, vous avez Spring Actuator, qui vous permet d'avoir des else pages toutes prêtes. Souvent, dans la readiness probe, on va tester un peu plus. On va voir si on a bien une connexion à une base de données, si on a bien accès à notre file JMS. On va faire des tests un peu plus en profondeur pour être sûr que non seulement notre application elle est prête, mais qu'en plus, ces briques requises et obligatoires sont prêtes aussi et sont bien connectées. C'est notamment cette sonde qui est utilisée dans un rolling update. Rolling update, c'est peut-être vous connaissez quand vous mettez à jour dans Kubernetes, par exemple, la version de l'image Docker que vous voulez déployer. Lui, il a par défaut dans Deployment un algorithme de déploiement sans coupure de service. Et bien pour garantir la non-coupure de service, il va ajouter un ou plusieurs pods, il va attendre qu'elles soient prêtes à recevoir du trafic, que donc en pratique elles reçoivent du trafic, ces nouvelles instances, avant d'enlever les anciennes instances. Donc ça, c'est vraiment important de bien coder cette readiness probe en fonction de votre application. Et enfin, c'est celle qui va nous intéresser un peu plus ce soir, c'est la startup probe. Savoir si finalement, liveness et readiness probes, on peut commencer à les tester. Ou si ça ne sert à rien, parce qu'en fait, elles vont forcément être KO. Donc, la spec ressemble beaucoup, c'est juste startup probe qui change. Et là, on va pouvoir mettre en attente, entre guillemets, le début de liveness et de readiness probe qui ont des conséquences. Celle-là, elle n'a pas de conséquences, à part mettre les autres en attente. Donc c'est vraiment la sonde de prédilection pour des applications Java qui sont un peu longues au démarrage, parce que du coup, vous mettez là, par exemple, dans cet exemple-là, d'abord 20 secondes d'attente, où Kubelet, il va laisser votre pod tourner pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, il va commencer à tester. Si c'est KO, il va retester 10 secondes plus tard, là, dans l'exemple, si votre HTTP GET répond, par exemple. Et dès qu'il répond, c'est-à-dire au premier succès, la startup probe va répondre OK à Kubelet, et donc, liveness probe et readiness probe, eux, vont commencer leur test. Donc du coup, vous n'allez plus être tué en plein démarrage par la liveness probe parce qu'il y a la startup probe qui aura fait patienter le killer, la sonde un peu plus violente, quoi. Donc ça, déjà, c'est une bonne stratégie et c'est bien ce délai-là qu'il faut augmenter quand vous avez un temps de démarrage un peu long sur votre application Java ou pas. Ok, du coup, ça démarre. Mais en 4 minutes. Du coup, vous avez augmenté la startup probe et vous êtes rendu compte que
Sur votre poste, ça démarre en 20 secondes, même pas, et là, ça démarre en 4 minutes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? La différence, c'est ce que j'ai appelé la malédiction numéro 2, c'est que c'est lent. Pourquoi c'est lent? Parce que en fait, dans une application courante, mais ça c'est mis en exergue par des applications comme celles qui font tourner une JVM, c'est qu'il y a deux besoins CPU un peu différents, un peu paradoxal, on va dire. C'est que en nominal, quand on va traiter des requêtes, ça consomme assez peu de CPU. Par contre, quand ça démarre, il y a besoin de beaucoup de CPU. Donc du coup, en général, on est obligé d'augmenter la limite haute pour laisser passer le pic de démarrage. Et puis après, on a un électroencéphalogramme plat parce qu'en fait, on ne voit même plus les pics CPU qui sont liés au traitement des requêtes. Donc ça, c'est bien, on peut augmenter la limite. Par contre, on prend un risque, et on n'est pas toujours conscient, c'est qu'on peut tuer des nœuds Kubernetes comme ça. On va le voir juste après. En fait, en pic de charge, ou par exemple, quand vous changez de nœud, dans Kubernetes, il y a des stratégies, par exemple, pour mettre à jour les nœuds, où vous dites à tous les potes, paf, vous déménagez, vous allez tous là-bas. Si vous avez que des conteneurs Java qui déménagent tous ensemble sur un même nœud, et qui ont une limite assez haute pour passer le pic de démarrage, vous avez de fortes chances que votre nœud il décède. On va voir ça juste après dans un petit exemple. Donc pour accepter ce risque d'over-provisioning, il faut quand même choisir ce qu'on appelle la QoS. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur vos pods, on va le voir juste après. Et donc la QoS dépend des ressources que vous aurez allouées à vos pods. Okay, donc petit exemple encore une fois en YAML, sur chaque conteneur vous avez l'attribut resources avec request, limits, et dans chaque request et limits vous avez memory et CPU. Request c'est la valeur initiale, c'est-à-dire c'est celle-ci qui va être utilisée par le fameux scheduler, je vous ai montré sur le schéma de Kubernetes. Le scheduler c'est celui qui est responsable de dire ok j'ai un pod à déployer, je regarde tous mes nœuds et je décide sur quel nœud il va partir. Ça, c'est la responsabilité du scheduler. Pour décider, notamment dans son algorithme de décision, le scheduler il regarde quelle quantité de CPU et de mémoire vous avez mis dans vos requests. Ça veut dire que c'est le minimum sans quoi ça ne sert à rien de déployer votre pod parce que vous savez qu'il ne va pas tourner. Donc il regarde ça, il dit ok, il faut 100 mégas de RAM et 250 milli CPU. Les milli-CPU, vous êtes à l'aise avec ça, un CPU c'est 1000 milli-CPU. Donc en gros, ça, on pourrait dire c'est 25%, c'est pareil. Donc il voit un nœud, on va l'appeler B, un nœud B, où il y a 50% de CPU qui est dispo et 500 mégas de RAM. Il se dit ok, ça peut aller là-bas. Il y a plein d'autres critères de choix, mais notamment il y a celui-là qui permet de dire au scheduler, toi tu vas aller là-bas. Il affecte le nœud et après c'est Kubelet qui prend la main et qui dit ok, je dois télécharger telle image, je dois démarrer, je dois tester mes sondes, etc. Mais au départ, le scheduler choisit ça. Et la limite, par contre, on va le voir après, elle n'est pas utilisée au moment du scheduling, elle est utilisée plus tard. Ça, c'est la valeur qu'on ne pourra pas dépasser. En pratique, si vous essayez de la dépasser, qu'est-ce qui se passe? Si vous essayez de déplacer la mémoire, vous êtes out of memory killed, ça vous l'avez sûrement déjà eu aussi, le OOM killed. Donc le même algorithme, enfin le même mécanisme que sur le noyau Linux, parce que les conteneurs ça tourne sur un noyau Linux, donc on réutilise ce qui marche bien. Et le CPU, si vous essayez de dépasser la limite, en fait vous ne pourrez pas. Vous aurez un plat dans votre consommation CPU, ça s'appelle le throttling, vous n'en aurez pas plus, vous ne pourrez pas utiliser même s'il y a du CPU disponible. Du coup, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Je ne sais pas si vous avez la ref. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois il y a des petites blagues en bas. Je ne peux plus m'empêcher. Parce que c'est là qu'intervient la QoS quand vous faites un describe pod. Des fois on ne remarque même pas, mais il y a une QoS classe qui est calculée parmi les 3 valeurs que vous avez à gauche. Et les noms sont en général assez explicites. Guaranteed, c'est la classe que vous allez hériter, qui va vous être attribuée à votre pod, si vous avez aligné vos requests et vos limites. Vous allez demander un CPU en request, un CPU en limite. C'est le bon élève, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur le nœud, grâce à votre request, vous savez qu'il y a au moins un CPU disponible, et votre limite, c'est maximum un CPU. Donc vous êtes le bon élève, vous ne pourrez consommer que ce qui vous a été réservé au départ quand vous êtes arrivé sur le nœud. Ça, c'est le bon élève.
Le burstable, c'est un peu moins bon élève, ça veut dire que vous avez mis une limite qui est supérieure à la request, c'était l'exemple précédent. Donc c'est burstable, ça veut dire que c'est inflammable. On prend un risque et on accepte ce risque et on a une qualité de service du coup niveau 2, quoi, un peu moins bien que le guaranteed. Et le best effort, alors là c'est le mauvais élève de la classe, il n'a pas défini ni de request ni de limite. Donc le scheduler, il l'a posé là où il y avait le plus de place, en gros c'est ça le choix par défaut. Mais par contre, aucune garantie sur la qualité de service de la durée de vie de ce pod-là. Pourquoi? Parce que cette QoS, à quel moment elle est utilisée? Elle est utilisée encore une fois par le scheduler, mais cette fois pour sortir des pods. Au moment où il va commencer à y avoir plus assez de place pour tous les pods sur vos workers, là, à droite, le scheduler il va dire alors, qui c'est qui dégage? Du coup, il va commencer par les best efforts, les mauvais élèves, ceux qui n'avaient pas dit combien ils avaient besoin, il enlève ça. Il regarde si ça libère assez de place pour déployer ce qu'il voulait déployer. Si ça ne suffit pas, il s'attaque au burstable. Les guaranteed, vous n'aurez jamais d'éviction parce qu'il n'y a plus assez de CPU et de RAM. Ça, c'est les bons élèves. Vous êtes tranquille. Mais voilà, ça, il faut avoir ça en tête. C'est que si on, avec un grand pouvoir, vient de grandes responsabilités. Si on ne définit pas ce qu'on consomme, on prend ce risque-là, quoi. Et du coup, petite illustration avec notre ami Dr Hudson, pour les plus anciens d'entre nous. Petite illustration, par exemple, ici, on a un nœud avec 4 CPU, donc chaque CPU fait 1000 milli-CPU, et on déploie les 4 pods, donc c'est les 4 couleurs que vous avez, avec la spec que vous avez à droite. Donc ils ont en request 500 milli-CPU, et en assuré, là, je ne sais pas si on voit très bien, la limite qui est de 1 CPU. Donc tout va bien, le scheduler peut envoyer tout ça sur le même nœud, ça passe, ça s'entend bien. En réel, du coup, ou en réservé par les requests, on a un usage CPU qui est la moitié de nos 4 CPU, donc on est à 50%, on est bien. Hudson, il est au calme. Avec le temps de l'application, que ce soit le démarrage ou pas, on a 2 CPU, là en l'occurrence, qui consomment un peu plus que leur request, mais dans la limite de leur limite. De toute façon, ils ne peuvent pas la dépasser. Ça va toujours plutôt bien pour notre ami. Ensuite, arrivent d'autres demandes de déploiement. Donc le pod rouge là et puis orange, il a trouvé un peu de place, le scheduler. Il restait 500 là et puis 500 là, donc il les pose. Mais j'ai quand même mis la limite en assuré là. On voit que ça commence un peu on commence à prendre des risques. C'est ce qu'on appelle l'over-provisioning. En pratique, on a un nœud qui est bien optimisé là, parce qu'on a 93% de consommation réelle. On est bien, on gagne des sous là. Mais les limites, finalement, à quoi ça sert? Parce que ici, on imagine que tous les CPU se mettent à consommer, veulent consommer leurs limites tous en même temps. Ce que j'ai mis en vague là, c'est ce qu'ils ont le droit de faire en fait. Donc en fait, ça va largement déborder de notre carré qui est la vraie vie, qui est nos 4 CPU. On va avoir un usage CPU qui monte à 150% et Kubelet, il voit pas de problème. Lui qui est censé throttler quand on dépasse notre limite, là personne dépasse sa limite. Donc en fait Kubelet il voit pas de problème, il laisse faire et on a un nœud qui tombe parce qu'il n'a pas 150% de CPU et il n'a pas ça sous le coude. Paradoxalement, l'illustration à droite, c'est si on avait plus de CPU, la limite nous empêcherait de consommer ce CPU disponible. Donc en fait, on vient dire qu'en fait, il y a une petite inversion de slide. Finalement, à quoi ça sert les limites? Parce qu'en fait, ça ne nous protège pas de faire tomber un nœud, puis ça nous empêche de consommer ce qui est dispo. Là-dessus, je vous conseille la métaphore de l'eau dans le désert. Je ne sais plus qui est. J'ai cité l'article ici, là. Robusta, je ne sais plus qui est l'auteur. Donc en gros, qui milite pour dire qu'il faut arrêter d'utiliser des limites CPU. Mémoire, c'est bien, mais CPU, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, soit on corrige aucun problème, soit on crée un problème de soif. En fait, la métaphore, c'est de dire on part tous avec une gourde, mais si on ne partage pas à un moment quand il y en a un qui a vidé sa gourde, c'est dommage. Parce qu'il y en a un qui décède et l'autre, il lui reste plein d'eau, quoi. Donc je vous conseille la lecture de cette métaphore, elle est sympathique. Donc finalement,
les limites dans Kubernetes, on s'est rendu compte à l'usage que ça nous aide pas trop avec notre cas d'usage du pic de démarrage. Au contraire, ça nous dessert un peu d'augmenter trop la limite par rapport à la request. Et donc la bonne pratique, en fait, ça va être de pas mettre de limite de CPU, puisque ça sert à rien et que ça nous bride quand on en a besoin, on n'en met pas. Par contre, on met des requests, parce que ça c'est important, ça nous permet d'aller sur un nœud où on est sûr qu'il y a assez d'espace CPU pour au moins ce qu'on a demandé en request. L'avantage, c'est comme il vérifie ça à chaque fois, le scheduler, par effet de bord, la somme des requests ne pourra jamais dépasser le CPU disponible. On a une garantie qui est plus forte. Si jamais le CPU est disponible, un conteneur pourra l'utiliser. Et dernier avantage, tous les pods ont la même QoS. Si vous définissez des requests sur tous vos pods, vous n'êtes certes pas en guaranteed, vous êtes que en burstable, mais tout le monde est est au même niveau. Donc il n'y a pas des pods qui seront dégagés en premier, quoi. Préconisation bis, par contre il faut mettre une limite sur la mémoire. Ça c'est hyper important et je ne développerai pas ce soir comme dit en introduction, mais en fait dans les versions récentes de la JVM, récentes depuis 11 je crois, il utilise cette limite, la JVM utilise cette limite pour calculer ses tailles internes de stack et de je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, la pile et le tas. Donc ça c'est hyper important par contre de mettre des limites mémoire. Du coup, on n'a pas trop avancé, on a dit ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, on voudrait bien savoir ce qui fonctionne. Comment assurer d'avoir plus de CPU au démarrage? On a des outils Kubernetes qui peuvent nous aider. Est-ce que vous connaissez les autoscalers? Ouais. HPA, VPA, donc les horizontal pod autoscalers, c'est pour rajouter des instances. Donc nous, dans notre cas d'usage, c'est un peu long à démarrer, on va pas en rajouter parce que ça va être encore plus long. Par contre, on a le vertical pod autoscaler qui lui permet de rajouter, par exemple, du CPU et de la mémoire, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le CPU. Donc ça, j'ai exploré cette piste-là. Comment ça fonctionne? Le vertical pod autoscaler, c'est fourni par Kubernetes, mais pas par défaut dans les clusters. C'est un petit ajout à faire en plus, contrairement au horizontal pod autoscaler qui lui est présent par défaut dans la plupart des clusters. VPA, vertical pod autoscaler, il faut l'installer, donc il y a 2 YAML à appliquer, c'est très rapide. Ça vous installe une CRD, donc CRD vous êtes à l'aise, Custom Resource Definition. Ça veut dire dans mon modèle objet que j'évoquais au début, on a un certain nombre d'objets disponibles et on peut en rajouter. Donc quand on va créer une Custom Resource Definition, c'est du YAML, toujours et encore, qui dit maintenant on peut aussi créer ce genre d'objet. On rajoute une spec dans la bibliothèque d'objets déployables dans notre cluster. Donc on rajoute cette CRD qui va nous débloquer le kind vertical pod autoscaler qui avant n'aurait pas été reconnu. Et on rajoute le contrôleur qui va bien, qui lui va surveiller ce type d'objet et va se dire à chaque fois qu'il y a un objet est créé, il va dire ah ça c'est pour moi, je m'en charge, je m'en occupe et je fais ce qu'il faut. En plus de ce contrôleur là, on va avoir besoin d'un metric server, c'est-à-dire d'un composant pareil qu'il faut installer dans Kubernetes. La plupart du temps il est préinstallé au moins pour le CPU et la RAM, donc normalement vous l'aurez. Qui lui va fournir, comme son nom l'indique, des métriques, dont des stats sur l'utilisation de vos pods et de vos conteneurs. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez déployer ce genre de YAML, donc un kind vertical pod autoscaler qui va faire quoi? Qui va en fait viser avec target ref un deployment ou un stateful set ou enfin voilà toute la famille d'objets qui permettent de gérer des pods pour dire j'en mets plus ou j'en mets moins sur, pas des pods, mais je mets plus ou moins de ce que vous aurez défini. Et ça, il va le faire de 4 façons possibles, soit en mode auto. Donc par défaut, le mode auto, c'est de redémarrer les pods, on va le voir juste après. Soit en mode recreate, qui est le même que le mode auto, en fait. Je pense qu'ils ont prévu ça parce que le mode auto pourra changer dans les versions futures. Le mode initial, ça veut dire je garde comme c'était au début, je fais des préconisations mais elles ne s'appliquent pas.
Et le mode off, ça veut dire qu'il ne fait même pas de préconisation, et je ne sais même pas pourquoi il existe, parce qu'en fait c'est pour l'éteindre. Comment il fait ça? En fait, il a trois composants principaux. Quand je disais tout à l'heure, on installe des contrôleurs, en fait on en installe à peu près 3. Les contrôleurs, c'est quoi? C'est des pods techniques qui vont tourner à côté de vos pods applicatifs, tout simplement. Il y en a un, ça s'appelle le recommandeur, qui lui va émettre des recommandations, comme son nom l'indique, sur ce qu'il préconiserait comme ressources pour chacun de vos pods. C'est lui qui va exploiter du coup votre métrique serveur avec l'historique des métriques et qui va dire bah voilà, avec ce que j'observe, moi je pense qu'il te faut 0,5 CPU et 500 MB de RAM. Voilà, point barre. Ensuite, on a l'updater qui, si vous êtes en mode auto ou recreate, il va prendre la main, il va dire ok, tu recommandes ça? Ok, c'est parti. Je supprime les pods qui ont des ressources trop éloignées de la recommandation. Et j'attends que le deployment ou le stateful set ou le daemon set déploie un nouveau pod. Parce qu'au moment où ce nouveau pod va arriver, on a le admission controller qui va dire hop 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 hop. Y a un nouveau pod qui est déployé, moi j'applique la recommandation. Donc lui il va muter, ça s'appelle, il va changer la spécification de l'objet initial qui est tel que le deployment voulait le déployer en disant non, on va mettre 0,5 de CPU et 500 MB de RAM parce que c'est ce que le recommandeur recommande. Donc le travail en trinôme fait que vous atterrissez sur des pods qui sont mieux sizés, donc vous vous souvenez du schéma, en épaisseur, par rapport à l'usage réel. Donc ça a l'air bien, parce que du coup notre besoin de CPU de démarrage va pouvoir être après peut-être rétréci. C'est ce que j'espérais en tout cas. Le problème, c'est que la métrique CPU, elle est calculée en moyenne sur plusieurs heures. Donc du coup, c'est pas très pratique pour gérer les pics de CPU qui sont très courts dans le temps. Le temps de démarrage sur le temps de vie d'un pod, même si un pod, ça vit moins qu'un Tomcat dans l'ancien temps, qui pouvait tourner pendant des mois, un pod, ça a une durée de vie de quelques heures, quelques jours. Le démarrage qui dure 1 minute, c'est épisodique en fait, ça impacte pas assez la métrique CPU pour que le vertical pod autoscaler soit pertinent. On constate de nouveau le crash loop back-off parce qu'il observe et il dit oh, bah, t'as pas besoin de CPU en fait, donc les nouveaux pods vous aurez 0,25 de CPU et puis du coup de nouveau on a le problème, ils n'ont plus le temps de démarrer. C'est ça qu'on a constaté. Deuxième risque, c'est que la façon de fonctionner, c'est de dire je supprime un pod et quand il va être recréé, je vais le muter. Bah, ça c'est un risque parce que si entre-temps la mutation elle veut plus de CPU et que vous en avez plus dans vos workers, bah, en fait vous allez sans faire exprès downscale votre nombre de pods et les nouveaux ils vont pas pouvoir être recréés. Donc vous prenez aussi un risque pour ça quoi. Donc ma conclusion sur ce sujet-là, c'est que c'est trop peu dynamique et trop peu réactif pour un démarrage rapide de pod. C'est bien pour ajuster les ressources sur le temps long et je vous le conseille de le faire en non-prod. Comme ça, vous avez peut-être pendant un test de perf, des choses comme ça vous avez les recommandations qui sont appliquées, vous voyez si ça tient, etc. Par contre, le mode updater en production, c'est-à-dire laisser le VPA choisir tout seul en production, il ne faut pas commencer par là, quoi. Je vous le déconseille dans un premier temps. Après, si vous êtes à l'aise, let's go. Mais par contre, depuis la version 1.27, on a une nouveauté qui vient un peu réduire le risque que je disais tout à l'heure de recreate. Là, on a le in-place vertical pod autoscaler. Il s'appelle IPVPA. Qui pour l'instant doit être activé avec un feature flag particulier. In-place pod vertical scaling égale true. Qui lui vient avec les mêmes installations que pour le VPA. Il n'y a rien besoin d'installer en plus, juste à activer un flag. Et lui, il vient à chaud redimensionner le CPU et la RAM sans recréer le pod. Donc plus besoin de prendre le risque qu'à la suppression il ne puisse pas revenir. Là, il modifie à chaud l'aspect du pod. Donc c'est nouveau. Et donc l'idée, voyant ça, qu'on a eu, c'est de se dire ok, bah, du coup on démarre avec une limite assez haute. On démarre du coup vite. Et dès que c'est démarré, bah, le in-place VPA, il va automatiquement réduire la quantité de CPU en se disant t'as pas besoin de tout ça, calme-toi.
Et du coup, le tour est joué puisqu'il n'y a pas de redémarrage. J'ai plus mon pic de CPU, il est déjà passé. Et ben, il s'avère que ça met beaucoup de temps à redescendre, en fait, toujours à cause de cette observation de durée moyenne. Et que pendant tout le temps où c'est pas redescendu avec nos limites hautes, ben, on est toujours dans le mode Hudson qui peut brûler. Par exemple, avec un déploiement de nœuds, comme j'évoquais tout à l'heure, vous déployez tous vos pods avec des limites hautes sur un nœud, la somme des limites dépasse la taille du nœud, vous cramez un nœud, on n'a pas corrigé ce problème-là. Donc du coup, on a toujours ce petit problème-là. Du coup, idée, pourquoi on n'utiliserait pas les sondes qu'on a définies tout à l'heure? Parce qu'elles, les sondes, elles savent quand mon pic de CPU est fini, finalement, avec la startup probe. Plutôt que les métriques, pour être plus réactif sur le downsizing du CPU. C'est ce qu'on appelle l'event-driven, pas développement, mais autoscaler. Donc le plus connu, c'est KEDA, pour Kubernetes-based event-driven autoscaler, et pas architecture. Je fais souvent la confusion, moi. Encore une fois, c'est une nouvelle CRD, donc une nouvelle typologie d'objets à rajouter dans votre cluster, plus des contrôleurs, évidemment, pour gérer ces objets-là. Ça se base sur deux notions. C'est un scale object, qui souvent derrière est un HPA ou un VPA, mais c'est plus générique que ça peut être plus compliqué que ça. Plus un ou plusieurs scalers qu'on a en triggers ici. Là. Et donc ça va non seulement piloter soit des HPA, soit des VPA, mais dans les exemples que j'ai vus, et c'est ce qui m'a freiné, c'était surtout des horizontal pod autoscaler. Et surtout, ça implémente le scale to zero. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En gros, une application qui n'est pas utilisée, en fait, on ne met pas un pod, on en met vraiment 0. Et ça, c'est très utilisé pour ça, KEDA. Pour faire, par exemple, du function as a service sur votre propre cluster. La deuxième force de KEDA, c'est qu'il y a 71 scalers par défaut. Donc plein de typologies de triggering qui sont hyper intéressantes. Là, je vous ai mis un exemple avec Kafka où on peut surveiller sur un topic le lag qu'il y a dans le topic. Et s'il y a du lag, du coup, on va aller scaler notre cible en rajoutant, en l'occurrence, en rajoutant des pods. Et du coup, on s'est posé la question, finalement, est-ce que KEDA peut nous aider en disant le pic de démarrage est passé, donc on downscale notre limite CPU. Alors, en l'occurrence, je n'ai pas trouvé comment faire du VPA, donc voilà. Je vous en parle quand même parce que je l'ai exploré quand même. Ce que j'ai trouvé par contre, c'est Kyverno, une solution avec Kyverno, qui est un cousin de KEDA. Encore une fois, c'est un ensemble de contrôleurs et de custom resource definition qui lui va plutôt être orienté validation et sécurité, qui est un peu moins orienté événement, qui est plus orienté pour vérifier des contrôles de cohérence fonctionnelle, par exemple dans les objets que vous déployez. Est-ce que vous avez le droit de déployer dans ce namespace-là? Est-ce que vous avez le droit d'utiliser ce service account, etc. etc. C'est un peu plus orienté sécurité. Et du coup, il peut intervenir à deux niveaux de la chaîne de déploiement de votre objet. Il peut muter votre objet, donc faire des changements, forcer des changements sur ce que vous demandez. Et il peut valider ou invalider du coup la validité de l'objet que vous voulez déployer. Et du coup, donc ces actions possibles, c'est ça, c'est valider, muter, donc modifier l'objet qui est en cours de déploiement, générer même des objets ou des parties de spec pour vous, et supprimer. Il peut aussi faire la police, le bad cop. Il peut aller supprimer des objets qui ne respecteraient pas des conventions ou des règles. Donc ça, c'est pour la petite vue générale. En pratique, c'est à peu près aussi compliqué que le schéma qui est à droite. Kyverno, c'est quand même un bel outil, quoi. C'est velu à maîtriser. Mais dans notre cas, j'ai trouvé un exemple, je vous ai cité l'article là, qui marche plutôt bien, qui est de dire, donc je déploie une policy, donc ça c'est les objets Kyverno, donc une cluster policy, ça veut dire qu'elle s'applique à tout mon cluster, qui dit sur certaines conditions, en l'occurrence quand le statut du conteneur l'attribut ready du conteneur il vaut true,
Donc ça arrive à un moment donné dans le cycle de vie du conteneur, ça veut dire qu'il est prêt, comme readiness probe est OK. Dès que ça survient, entre guillemets, alors on va muter avec mutate une cible qui est mon pod, avec son nom, et on va lui dire que ta spec, désormais, la limite, c'est 0,5 CPU. Donc là, on a gagné, ça veut dire qu'on a dit diminue la limite CPU de mon pod dès que le statut est ready. Donc là, on commence à imbriquer un peu tout ce que je vous ai raconté avant. Il faut avoir bien défini notre délai de startup probe pour qu'il ait le temps de démarrer rapidement, parce qu'on lui aura mis peut-être 2 en limite CPU pour qu'il ait du punch au démarrage. Et on a une règle Kyverno qui observe tout le cluster et qui dit dès qu'un pod passe au statut ready, alors on aurait pu être un peu plus fin hein, dans les préconditions, on pourrait lui dire qu'il y a tel label pour cibler un peu plus parmi tous les pods qui tournent. Et ben on va venir réduire sa limite CPU parce que ça y est, il a fini de démarrer. Donc on est moins gourmand sur le CPU. Donc ça c'est un article de, je sais plus comment il s'appelle, Piotr Minkowski qui a mis ça en place et du coup qui fonctionne bien. Enfin ça pour le coup ça, je vous le recommande. C'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut quand même installer Kyverno, ce qui n'est pas neutre, hein, ce qui va consommer pas mal de place dans votre cluster et qui demande un peu de monter en compétence aussi. Heureusement, il y a d'autres outils qui existent. Ça, j'ai découvert grâce à un collègue qui connaît très bien GCP. CPU Boost. Donc, si vous êtes sur un cloud public, j'ai pas trouvé chez AWS, j'ai pas cherché chez Azure. En tout cas, ça existe chez GCP et on va voir juste après que ça peut exister aussi sur votre cluster. Chez GCP, c'est intégré à Cloud Run et Cloud Function, donc 2 services pour faire. Donc Cloud Run, c'est plutôt du container as a service, et Cloud Function, c'est plutôt du function as a service, mais en général, c'est des conteneurs derrière. Qui dit ça, donc vous activez l'attribut qui s'appelle CPU Boost, une case à cocher. Attention, c'est facturé hein, quand même, c'est pas gratuit. Qui dit en fait, pendant un laps de temps donné, qui par défaut est de 15 secondes, si de mémoire est bonne, si votre limite CPU est dans la colonne de gauche, en fait pendant 15 secondes ça va être la colonne de droite et puis après ça va revenir à la colonne de gauche. Donc si vous consommez 8, vous n'aurez pas plus, donc ça sert à rien de cosser la case a priori. Mais globalement ils essayent de doubler le CPU et du coup l'idée c'est de réduire cette phase de démarrage pour être plus vite à servir des requêtes. C'est exactement ce qu'on essaye de faire, d'être plus vite dans l'état après readiness probe OK quoi. Et bien ça, grâce à un collègue, j'ai découvert ça. Et après, en cherchant, j'ai découvert qu'en fait, il l'avait open sourcé, l'outil. Pareil, avec une CRD et un contrôleur qu'ils ont développé pour leurs besoins internes, ils ont fini par l'open sourcer. Ça s'appelle Kind Startup CPU Boost, c'est plutôt bien nommé. Et en fait, c'est basé sur la fonctionnalité In-Place VPA, c'est-à-dire que c'est compatible qu'à partir de Kubernetes 1.27, que si vous activez le flag que je vous ai cité tout à l'heure. Donc c'est rigolo, petit à petit, ça s'industrialise en fait les trucs qui étaient au départ des articles de blog qui nécessitaient Kyverno, etc. En fait, il y a des gros acteurs comme GCP qui l'ont industrialisé. Et donc en fait, on va retrouver pareil, la même idée, c'est-à-dire qu'on vise un certain nombre de pods. On dit que notre pod condition, c'est quand il est prêt, en bas là. Et à ce moment-là, on dit, alors là c'est un peu plus fin, on dit un percentage increase ou decrease. C'est-à-dire qu'on est un peu plus fin, au lieu de fixer des limites, on va pouvoir fixer des pourcentages par rapport à ce qui avait été déployé par la spec initiale et venir, par exemple, diviser par 2 ce qui était initialement alloué, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils font les x2, etc. sur le tableau qui était juste avant, là. En fait, eux, ils utilisent ce contrôleur-là quand vous cochez la case sur leur service manager. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas besoin, nous, de gérer toute cette mécanique Kyverno et tout. On a juste un contrôleur qui est dédié à notre cas d'usage de boost de démarrage. Donc ça, c'était le petit tour sur les outils qu'on doit rajouter dans Kubernetes, mais qui peuvent nous rendre bien des services sur notre pic de démarrage. Maintenant, il y a une troisième famille de solutions que j'ai regroupées en mode de déploiement.
Si vous avez des enfants, là ça doit vous parler, mais sinon ça ne vous parle pas. Comment ça fonctionne la JVM? J'espère, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur ce coup-là, mais c'est important d'y revenir. Quand on déploie du code Java, ce qu'on a écrit c'est du .java. En général, on a une CI/CD, sinon on fait ça à la main, mais on compile ça en bytecode. Donc on a des points classes qui partent dans un jar ou dans un war, etc. De nos jours, ce jar-là, il est dans une image Docker avec sa JVM, comme ça tout le monde part en même temps en production. Et quand on l'exécute, notre conteneur, la JVM, elle a du boulot. Elle doit compiler le bytecode en code machine ou code natif. C'est ce qu'on appelle, c'est le travail du compilateur JIT, donc Just in Time. Ça c'est bien, il a plein de lié à cette activité de technique de compilation. Et c'est souvent ça qui nous prend du temps dans notre démarrage de notre application. C'est ce que j'ai appelé un usage CPU non directement lié à l'activité métier. C'est pas on appelait ça. Leur cas d'usage, c'est que quand un pod démarrait, ils avaient tellement de flux qui arrivaient dessus, il était prêt, la readiness probe avait répondu, mais il avait tellement de flux qui arrivaient que JIT il se mettait à optimiser du code et il n'arrivait même plus à répondre aux requêtes. Donc c'était après, ils avaient un pic de CPU juste après le démarrage, juste au début des requêtes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont exploité les fonctionnalités de la startup propre. Vous vous souvenez, on peut faire des HTTP GET sur un chemin, mais aussi sur un port qui peut être différent que le port de votre application. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que dans un pod, ils ont mis deux conteneurs. Un qui écoute sur un port précis qui va être utilisé uniquement par la sonde de startup. D'accord. Et ensuite, le trafic, il arrive sur le port 8080 classique de votre application. Il n'y a plus besoin du conteneur Orange. Et donc l'idée, c'est que la sonde va solliciter très fortement le premier conteneur, qu'on a appelé warm-up. Elle va le solliciter jusqu'à temps qu'il réponde « OK, tout va bien ». Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des requêtes métiers, en fait, à votre conteneur applicatif. Donc tant que lui, il n'aura pas fini de dérouler tout son scénario métier, la sonde répondra KO, donc vous ne recevrez pas de trafic réel. Et ça va forcer JIT en fait à faire son travail, à optimiser votre code, etc. en fonction de fausses requêtes, entre guillemets, qui ne viennent pas de la vraie vie, et donc pas d'impact sur vos utilisateurs. Donc ça, j'ai trouvé ça assez astucieux. Ça nécessite néanmoins un conteneur dédié, du coup, avec des requêtes d'exemple, par exemple un client d'API, un scénario fonctionnel en tout cas, à maintenir, mais en tout cas, eux, ça leur a permis d'avoir du coup des conteneurs qui, une fois que la startup propre répond OK, ils arrivent dans le pool de votre service Kubernetes, donc ils se mettent à prendre des requêtes. En fait, ils sont chauds bouillants. Ils ont déjà servi plein de requêtes, JIT a déjà optimisé tout le code qu'ils pouvaient, et du coup, ils avaient des perfs, et tout ça se faisait en dehors du trafic, donc ça se voyait pas, et du coup, après, ils avaient des perfs. Nickel, ils n'avaient plus d'effondrement aux premières requêtes. Donc ça, c'est assez astucieux. Un autre exemple d'astuce qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil, c'est Crack. Qui a déjà entendu parler de Crack? Pas mal. Ça commence à être connu. C'est Coordinated Restore at Checkpoint. C'est pour ça que le A, il est en petit. Et c'est désormais une fonctionnalité de l'OpenJDK qui permet de sauvegarder l'état d'une JVM et de le restaurer. Et ça, ils ont essayé de faire en sorte que ce soit rapide, parce que sinon, ça perd un peu de son intérêt. Et donc là, on a un schéma qui ressemble un peu à celui de Blablacar, où en fait, on va déployer, sauf qu'on n'a plus besoin du conteneur de préchauffage, on va déployer notre vraie application Java, mais pas
dans du trafic de prod, dans un trafic canary, c'est-à-dire toujours un trafic simulé. On va chauffer JIT, on va lui dire allez vas-y boss, optimise-moi tout ça. Et dès qu'on a atteint un temps de réponse satisfaisant sur nos requêtes, on en déduit qu'il est assez chaud, on prend une photo, un checkpoint, voilà, une photo, on stocke ce checkpoint et c'est ça qu'on va déployer en production ensuite. On ne va plus déployer notre application, notre conteneur Java seul, on va le déployer avec une empreinte mémoire qui va le suivre en fait et qui va démarrer pour qu'il est en stock et sur son espace de code natif, son lieu de stockage, il va avoir tout ce qu'il faut pour servir du trafic directement. Donc ça c'est vraiment l'industrialisation encore une fois de précurseurs qui ont testé des trucs, etc. et qui finalement ont fini par faire bouger l'écosystème et créer de l'innovation, on va dire. Donc ça c'est notamment développé par AWS qui voulait améliorer le temps de démarrage de ses lambdas, notamment Java mais pas que. Ils se sont dit mais pourquoi on n'offrirait pas la possibilité aux gens de démarrer les lambdas une fois, de faire un snapshot et après de déployer avec le snapshot. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle dans AWS, mais ça s'appelle pas Crack, ça s'appelle autrement, mais c'est eux qui ont tiré ce besoin et qui ont finalement financé l'innovation. Ça s'utilise rarement tout seul, souvent ça s'utilise dans un framework un peu plus gros comme Micronaut, Quarkus que vous découvrirez au prochain Project Jug. Spring Boot aussi embarque cette possibilité d'industrialiser vos snapshots de mémoire. Pendant que vous constatez ça, je bois un coup. Ça, c'est les temps de first time operation, c'est-à-dire c'est pas non seulement le temps de démarrage, mais aussi le temps de readiness. Donc voilà ce qu'ils ont mesuré en moyenne dans leur test de perf. Voilà, ça fait un peu rêver quoi. Et y compris du coup le temps de restauration du checkpoint dans le bleu là. Donc c'est pas mal quoi. Parce que sinon c'est triché. Si on met une minute à restaurer un giga de mémoire vive, c'est dommage. Et finalement, on peut aller encore plus loin. Le préchauffage, c'est quoi en fait? C'est compiler du code en natif. Et ça, on peut le faire dès la construction de l'image du conteneur en fait. Pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle la compilation AOT, et que vous aurez aussi en détail dans les prochains Brave Jug. L'idée, c'est de faire le travail de JIT, mais dès votre CI/CD, dès la construction de votre image de conteneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donc réaliser la compilation en avance de phase, donc en anglais ahead of time. AOT, c'est un peu souvent opposé à JIT, just in time, ahead of time. L'idée, c'est de suivre tous les liens logiques. Donc c'est bête et méchant, on prend le point d'entrée, le main de votre programme Java et on suit tous les liens possibles dans le code, les appels de fonctions, les appels d'objets et tout ce qu'on trouve, non seulement on le met en bytecode mais en plus on le met en code natif. Donc c'est forcément spécifique à votre environnement de déploiement, mais comme on est en train de construire une image Docker, on maîtrise plutôt bien dans quoi ça va être déployé, donc c'est pratique. En bonus, ça veut dire que vous allez plus envoyer en prod du code mort, c'est impossible d'envoyer du code mort puisque vous n'aurez compilé que le code qui est atteignable par des appels, quels qu'ils soient. Donc toutes les branches algorithmiques vont être suivies et toutes, par exemple, les parties de Spring Data que finalement vous avez importé Spring Data juste pour faire, je sais pas moi, un petit peu de JMS ou je sais plus ce que ça fait. Mais en fait, tout ce que vous n'utilisez pas de Spring Data, ça sort. Donc en fait, vous allez avoir un conteneur qui est plus léger. De une, parce que le code natif, ça pèse moins lourd, mais de deux, parce que vous allez, en moyenne, enlever 80% des librairies Maven que vous avez téléchargées et que vous n'utilisez pas. Là, c'est un exemple pareil, issu de la vraie vie. Donc ça, j'avais fait un POC sur un conteneur Spring Boot qui fait de la recherche d'adresses. Donc il a 2 endpoints d'API, recherche par nom je crois et puis recherche par code postal. Enfin, je me suis dit je ne peux pas faire plus simple pour mesurer les perfs, ça va être pratique. Donc là on voit rien du tout.
Pour l'échelle, à gauche, là, on commence à 300 mégas de mémoire vive et puis on a un petit pic. C'est au moment où je fais mes requêtes. Donc on n'a pas une pic, on a une marche, une augmentation à 350 à peu près sur la mémoire. Et sur le CPU, on a des pics à 50-60% de CPU là. Ok, pour l'échelle. C'est dommage que vous ne voyez pas l'échelle parce que c'est le plus important. Parce que là, en mode natif, on n'a pas de JVM, hein, on l'embarque même pas, on a tout compilé, tout précompilé, on n'a plus besoin de virtual machine, on est tout en pas virtuel, en natif. Bah là, c'est le même scénario, hein. Donc à gauche, on ne voit pas passer le scénario, en fait on est à 140 mégas de RAM et puis il n'y a plus la marche. Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'a plus besoin d'aller chercher des trucs dans le ClassPass et de compiler vite parce qu'il a une demande. En fait il n'a plus besoin. Et à droite, vous avez des pics et l'échelle le plus haute, là, c'est 2% de CPU. Tout à l'heure, on était à 60%. Parce qu'en fait, là, c'est juste le CPU pour faire ma recherche d'adresse. C'est tout. Il n'a plus besoin de compiler parce que c'est la première fois qu'il a cet appel-là, et il n'a plus besoin de compiler le code nécessaire. Donc ça, c'est la compilation native. C'est magique, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut beaucoup plus de temps de build. Moi, les premiers builds natifs que j'ai essayé sur mon poste, ça faisait crasher. J'ai 16 Go de RAM, c'était pas assez. Ça faisait tomber mon poste. C'est hard reboot. J'ai dit, il faut que je trouve un truc. Donc j'ai capé à 6 Go de mémoire vive maximum utilisée pour mon build natif. Et là, il a mis 4 minutes. Donc il faut avoir des runners costauds. Hein, si vous êtes dans GitLab ou Jenkins, dans votre CI/CD, si vous voulez aller vers ça, c'est là qu'est le coût en fait. Il est ahead of time, mais il est cher, le coût. Et ça, c'était pour 2 endpoints d'API, donc une toute petite application en Kotlin. Deuxième impact, c'est que vous avez des subtilités de codage. Déjà, il faut avoir toutes vos dépendances qui sont compatibles compilation native. À l'époque, ça c'était il y a 1 an que j'étais sur ce POC-là, ils étaient en train de passer les PR pour rendre complètement natif. Moi j'étais sur du Spring Boot, il y avait encore des petites librairies Spring qui n'étaient pas compatibles, quoi. Donc maintenant je pense que c'est mieux. Et il faut avoir en tête que s'il y a du code que vous avez besoin, mais qui n'est pas appelé directement par votre main, dans l'arbre d'appel, mais il ne va pas le prendre. Par exemple, les classes de désérialisation. Vous recevez du JSON, vous désérialisez, c'est avec une annotation, et des fois il n'y a pas d'annotation en plus. Lui, il ne suit pas les annotations, donc du coup il n'est pas au courant. Donc on est obligé de rajouter, alors maintenant c'est pareil, il y a des scanners d'annotation qui rajoutent automatiquement ce qu'on appelle des hints, donc des indices pour que le moteur de compilation native se dise « Ah ok, tu veux aussi cette classe, ok, je la rajoute, je suis sympa, je la rajoute dans mon code natif ». Mais par défaut, il y a des surprises. Donc du coup, vous exécutez votre code natif, il est rapide, hein, mais vous avez rapidement un no-class formed, un no-class def formed, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, pourtant, il était dans mon code Java, tu ne l'as pas pris. Ok. Donc il faut l'aider. Donc il y a un petit peu d'impact, il y a des impacts sur le code. Et puis le dernier impact, c'est que c'est pas forcément aussi pertinent que JIT. JIT, lui, c'est par l'expérience. Il sait que la meilleure façon de compiler en natif votre bytecode, c'est ça. Parce qu'il a vu arriver des requêtes, ça arrive tout le temps dans le même sens, ça arrive tout le temps avec ce type d'objet en entrée, etc. Donc c'est la compilation, comment ça s'appelle, hotspot, les points chauds, c'est ça. Ça, en compilation native, on n'a pas la vraie vie, on n'a pas les vraies requêtes, donc on compile avec un choix qui n'est pas forcément le meilleur. Donc vous trouverez des articles de comparaison de temps de réponse entre du natif et du JIT, et des fois c'est JIT qui est meilleur. Désolé, il n'y a pas de solution magique, mais il y a pas mal de solutions. Je crois que j'ai fait le tour, ouais. Les idées pour aller plus loin et pas faire ça à la main, c'est quand même de prendre des frameworks qui nous aident. Quarkus et Micronaut en particulier. Implémenter le scale to zero, ça je ne l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien un jour. C'est mon petit côté green IT. Il y a plein d'applications qui tournent dans le cloud et qui font rien. Et c'est dommage. Et avec ça, avec des outils comme ça, on pourrait très bien dire tu fais rien, tu t'éteins en fait. Keda notamment permet de faire ça et ça serait beau, je trouve.
En ressources, je vous ai mis des liens et des vidéos et des articles qu'on m'a conseillés, que j'ai utilisés pour construire ce talk. Donc il ne faudra pas hésiter à regarder. Merci de votre attention. Je vais prendre les questions. Pour ce temps-là, vous pouvez scanner ce QR code qui vous envoie vers Open Feedback de nos amis de Zenica d'ailleurs. J'ai créé un petit Open Feedback parce que je suis curieux d'avoir vos retours. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est apprécié. Est-ce que vous avez des questions? Avec un micro en plus. Je suis dernier temps en timing. Ouais. 1h00. Oh, c'est beau. Parmi tout ce que tu as présenté, est-ce qu'il y a des choses que tu as réellement mis en prod et en particulier sur le dernier point, là, à quel point c'est vraiment compliqué, je pense à Crack notamment, d'intégrer ça dans des chaînes d'intégration continue, quoi. Qu'est-ce que j'ai mis en prod? Normalement, il est en prod. Je suis plus chez ce client, mais ça, normalement, c'est en prod au moins sur ce microservice-là, de la recherche d'adresse. Parce que comme c'est un conteneur qui... je crois que c'est sur celui-là qu'ils avaient avec Azure, ils avaient un scale to 0. Sauf que quand ils redémarraient, en fait, ils remettaient du temps à répondre aux requêtes. Normalement, celui-là, ils l'ont mis en prod. En tout cas, je leur avais conseillé que sur celui-là, c'était pas cher et ça valait le coup. Après, sur leurs autres microservices qui étaient beaucoup plus gros, ils avaient plus de coûts, d'impact dans le code, donc je suis pas sûr qu'ils l'aient fait. Le crack, on l'a utilisé chez Whiscale, mais c'est plus en interne, donc ça ne s'appelle pas vraiment de la prod. Le préchauffage non plus. Ça, j'ai un collègue qui l'utilise. Il dit que ça lui a sauvé la vie parce qu'il avait poussé pour passer des conteneurs en Cloud Run et du coup, il avait des perfs de démarrage qui n'étaient pas ouf. Et du coup, quand il a vu ça, ça lui a un peu sauvé la mise chez son client pour dire si, vous voyez, ça démarre vite et c'est pas beaucoup plus cher. Mais globalement, ça, non, je l'ai pas mis en place. Ça, je l'ai testé, mais je ne l'ai pas mis en place parce que ça ne répondait pas aux besoins. Non, globalement, c'est surtout la compilation native, moi, qui au final, chez ce client-là, j'ai mis en place. Et c'était beaucoup d'exploration et peu de... Enfin, il n'y a qu'un truc qu'on met en œuvre, de toute façon. Mais... Et la deuxième question, c'était sur... C'était sur Crack. Crack. C'est compliqué à implémenter en vrai. Crack, je ne l'ai jamais vu en tout seul. C'est souvent dans un service managé. Donc je sais qu'il est dispo dans AWS Lambda et je crois qu'il est dispo dans OpenFaaS, je crois. C'est un framework pour faire du function as a service sur votre propre cube. Et je crois qu'ils l'ont un peu industrialisé aussi. Mais ouais, faut pas y aller tout seul. C'est plus facile d'y aller avec un outil qui nous aide comme Micronaut ou Quarkus. Ouais. Question ? Ouais, pour faire du Spring Boot, est-ce que tu partirais sur un build pack Paketo ou tu prendrais du Quarkus Paketo, j'ai galéré. C'est avec Paketo que j'ai galéré pour le brider en RAM. Parce qu'en fait, c'était un build Gradle qui lançait un build... comment ça s'appelait, native, je sais plus, image native, je crois, un truc comme ça, qui lui-même tirait des conteneurs pour faire du Paketo. Enfin bref, pour passer la limite à 16 Go de RAM, là, j'ai mis 3 jours à lire toutes les docs de tous les outils intermédiaires pour savoir si c'est une variable d'environnement, si c'est un -x, si c'est... donc j'ai galéré et après j'ai parlé de ça à un collègue qui m'a dit « Ah bah t'aurais dû prendre Quarkus, ça marche beaucoup mieux. » Donc a priori Quarkus est meilleur là-dessus, sur le build natif. J'ai pas testé Quarkus du coup. Vous avez d'autres questions? Je vous ai remis le QR code comme ça, si vous l'aviez loupé. Une question? Si. Alors moi c'est pas vraiment une question mais juste une remarque. Pour avoir essayé de builder une application Spring Boot en natif, à partir du moment où on a Spring Cloud Kubernetes par exemple, comme dépendance, et ben c'est mort. Elle n'est pas compatible? Aux dernières nouvelles c'est toujours pas bon quoi. Elle n'est pas compatible? Ah, c'est pas moche. forcément tout prêt encore. Spring Cloud Kubernetes en plus. Juste pour charger une config map en plus, donc le cas de base quoi. C'est moche.
Ouais, donc tu confirmes, c'est toujours pas une autoroute, quoi. Ok, merci. D'autres questions? Non. En petite conclusion, je fais un peu de pub. Si vous avez entendu parler du platform engineering, qui est le nouveau DevOps, un peu, le sujet à la mode. Avec Whiscale, on va organiser une conférence à Paris en octobre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les têtes. En bas, non, c'est mon CTO. Mais en haut, Kelsey Hightower et puis Luca Galante, vous connaissez peut-être, c'est les Américains qui gèrent la plateforme comme aux États-Unis. Et ben, du coup, on va faire un partenariat avec eux pour faire ça à Paris. Et ça devrait être un programme sympa. Donc si vous voulez venir ou si vous voulez proposer des CFP, ça sera pour bientôt. Et ça, c'est un QR code, je crois que c'est pour la préinscription pour être au courant des ouvertures de CFP, etc. Voilà, c'était l'instant promo. Merci de votre attention en tout cas. Merci, Mathieu. Ouais.